est permise. Voilà. Avec l'idée qu'on est dans une société occidentale qui soumet à des tentations et dont il faut se protéger, se méfier. Pour certains, se séparer. Et le halal est la forme de cette séparation. Le voile, c'est d'une certaine manière la même chose. Pourquoi le voile est si mal accepté en France ? Et pourquoi il est si mal accepté en France et finalement très bien toléré dans les pays anglo-saxons ? Parce que la signification politique n'a pas le même sens. La France a un système d'intégration qui est violent. Moi, je pense que la France assimile. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Je ne crois pas que ce soit une politique publique au sens où certains vont dire « moi, je suis pour l'intégration, moi, je suis pour le multiculturalisme, moi, je suis pour l'assimilation ». Je pense que c'est la société qui fabrique ça. Ça vient de très loin. C'est la philosophie des Lumières. C'est l'homme universel. C'est l'Église catholique, unique par rapport aux églises protestantes si diverses. C'est derrière la longue histoire de l'Empire romain. Et la façon dont l'Empire romain savait utiliser, malaxer presque, assimiler des populations. Et du coup, le voile, c'est quoi ? C'est perçu, en France, comme étant un double symbole. Un symbole de soumission de la femme. Si les hommes étaient voilés, ça pose un point de problème. Un symbole aussi de séparation. Soumission, séparation. Soumission, ça veut dire inégalité. Les Français croient en l'égalité. Ça ne veut pas dire qu'ils la pratiquent, mais ils croient en l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis séparation, ça veut dire on ne veut pas être complètement chez vous, dans votre groupe. On ne veut pas en faire partie. D'ailleurs, on se protège. Et ce que ça remet en cause, je pense, quand on se met du point de vue français, c'est non musulman, voilà. C'est, d'une certaine manière, le projet global républicain. Nous allons faire de vous des citoyens libres et égaux en droit. Avec une petite incise qui est rarement précisée, libres et égaux en droit, c'est-à-dire comme les Français. Donc l'universalité a une frontière quand même. La frontière, c'est la façon dont les Français se représentent l'humanité. Et c'est vrai qu'ils se la représentent d'une certaine manière à leur image. Mais cette promesse, elle n'est pas, les gens disent, elle n'est pas tenue. Regardez les quartiers populaires, etc. Moi, je regarde d'autres éléments. Je regarde les mariages mixtes. Et notamment les mariages mixtes des femmes musulmanes, qui sont à 20-25%. C'est pas très facile d'avoir des chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'attraction du modèle français permet de sortir, là pour le coup, d'un interdit religieux, mais surtout culturel, de l'exogamie. Vous allez vous marier hors de votre groupe, hors de votre religion, ce qui pose dans les familles toujours des problèmes, toujours des déchirures, mais avec une capacité finalement d'exécution qui est extraordinaire. Je compare, j'étais sur la côte Est aux États-Unis il y a quelques mois pour un ensemble de conférences. J'ai été interpellé par notamment une professeure à Harvard qui me dit « mais la France maltraite ses musulmans, elle les oppresse ». Je lui dis « oui, d'une certaine manière, c'est vrai. Elle les oppresse, mais en même temps, elle leur dit « vous avez la capacité d'être des Français comme les autres ». Et vous pourrez d'ailleurs, c'est le sens de la laïcité, vous pourrez croire ou ne pas croire librement. Et pouvoir changer de religion. Et pouvoir changer de religion. Mais regardez le cas des États-Unis. Les Noirs et les Blancs vivent aux États-Unis depuis 350 ans. Je ne parle même pas des Indiens ou des Américains natifs, comme on dit. Jusqu'à il y a 10-15 ans, le taux de mariage mixte était de 5%. Donc le pays du melting pot a su mélanger, intégrer, assimiler le monde entier, sauf les Noirs. Les Noirs, il y a toujours une séparation. On connaît le cas des quartiers, 3 familles noires, 5 familles noires, 10 familles noires, les Blancs qui partent. La France, c'est pas ça. La France, au bout de 40 ans, on est à 25% de mariage mixte, des femmes. Donc, il y a une attraction du modèle universel. Il existe, il est toujours là. Mais il faut bien le comprendre. D'un côté, il est très violent parce que il casse, d'une certaine manière, le système culturel familial, et notamment celui du Maghreb, où il y a une inégalité entre les hommes et les femmes, mesurée par la règle de l'héritage, et où également il y a un système qui est fondé sur la solidarité entre les frères. Emmanuel Todd a bien montré tout ça. Ce système-là ne tient plus dans la France contemporaine. L'inégalité entre les hommes et les femmes, ça marche pas. Et la solidarité entre les frères, en fait, ça marche plus déjà pour des raisons démographiques. Parce que quand vous avez plus que 2 enfants, il y a une famille sur 3 où il n'y a pas de frères. 2 familles sur 3, pardon, où il n'y a pas de frères. Donc, on est dans un système qui est très violent, très déstructurant, ce qui, à mon avis, explique aussi la surdélinquance. L'absence, on parlait de l'absence des femmes de l'espace public. Mais ce qui est très frappant aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est l'absence des hommes de l'espace privé.
et l'absence d'autorité. On voit ces enfants, ces adolescents qui partent à la dérive. Et on se dit, mais où est l'autorité ? L'autorité, elle a été cassée parce que le système traditionnel, familial, explose en fait. Et il y a un moment très compliqué, qui est celui, d'une certaine manière, dans lequel on vit, où un nouveau système d'autorité n'est pas encore reconstitué, où l'ancien a explosé. Et là, c'est toujours pareil. Arrive une norme religieuse, une norme politique qui vient prendre en main les adolescents. C'était il y a quelques décennies le Tabligh. Aujourd'hui, c'est les salafistes. Le Tabligh étant un mouvement un peu piétiste et qui faisait de l'entrisme. Oui, et aujourd'hui, ce sont les salafistes. Ce sont les salafistes qui viennent avec une organisation d'ailleurs très décentralisée. Il n'y a pas de complot salafiste, ça n'existe pas. Mais un système de discours, une prise en main des consciences, un soutien et d'une certaine manière, ils évitent la fatigue de penser. Et pour des gens qui sont en perte de repère, jeunes ou moins jeunes, de tradition musulmane ou convertis, puisque les salafistes ont beaucoup de succès chez les convertis, ça donne une forme de confort. Bon. Il y a l'excès de zèle du nouveau prosélyte, parce que le prosélyte est celui qui est gagné à une cause et non pas celui qui en fait et qui en fait la propagande chez les puristes. Hakim Al-Karawi, à juste raison, vous avez parlé de cette fixation maladive sur la norme, l'obsession de la norme, cette captation des consciences. Et comment se fait-il que vous avez expliqué à cette professeure à Harvard que la France n'opprime pas tant ces musulmans qu'elle le prétend, alors que ce qui est perçu de la part de la frange islamique de la nation, c'est plutôt ceci, en même moment que leurs compatriotes perçoivent l'élément islamique comme un élément allogène, incongru, intrus, adventice, étranger. Et votre ouvrage prouve plutôt le contraire. On est dans un moment de transition. Ce moment, il a commencé il y a 30 ans. Pas avant, parce que avant, en fait, la grande phase de l'immigration, commence en 55. Il y avait des immigrés musulmans, je laisse de côté les colonies, depuis les années 20, depuis les années 30, sur le territoire métropolitain. Mais la grande phase correspond d'ailleurs au début de la guerre d'Algérie. Les premiers migrants musulmans en France, en métropole, étaient des Algériens. Bon, elle a duré de 1955 à 1975, et puis après il y a eu le regroupement familial, etc. Les flux ont baissé, mais ils sont quand même restés relativement importants. Mais pendant très longtemps, notamment la génération de mes parents, de mon père, la question n'était pas celle de l'intégration. La question, c'était celle de la vie comme étranger. Et d'ailleurs, les États d'origine ne considéraient pas que leurs émigrés allaient rester chez eux. Alors, ils avaient une vision d'eux qui était plus ou moins positive. L'Algérie, par exemple, a longtemps eu un discours assez critique sur les émigrés, notamment en France. La vérité, c'est que ça arrangeait beaucoup de ces États qui aient une fuite démographique, tout simplement parce que la pression chez eux était plus faible, même si, on l'oublie souvent, ce sont souvent les meilleurs qui partent, en tout cas ceux qui ont la volonté la plus forte. Et puis la question de l'insertion dans la société française, donc a commencé à se poser dans les années 80. Il y a une date qui est ce qu'on a appelé la marche des beurs, qui est en fait la marche pour l'égalité, qui date de 82, qui a commencé du 15 octobre au 3 décembre 1983. 83, pardon. Qui a commencé dans un contexte très violent, où en fait les jeunes disaient « arrêtez de nous assassiner ». Puisqu'il y avait eu plusieurs meurtres, et d'ailleurs, dans certains cas, c'était les forces de l'ordre qui étaient et les mots d'ordre étaient « on ne peut plus laïque », il n'y avait pas de discours religieux à ce moment-là. La religion n'existait pas, et la revendication finale, finalement, ça a été des papiers, et c'est comme ça qu'est née la carte de 10 ans. Un peu par hasard d'ailleurs, si j'en crois les témoignages des uns et des autres, puisque les marcheurs ont été reçus par le président de la République, et la question c'était comment on symbolise le fait qu'on a envie de les entendre. 10 ans après, j'ai revu récemment le film de Mathieu Kassovitz, La haine. La haine, donc ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, puisque c'était le malaise des banlieues. La haine, je crois, date de 1994. Il y a deux choses qui sont très frappantes quand on regarde le film aujourd'hui. C'est que c'est un groupe de copains, ils sont 3. Et ils sont évidemment archétypiques. Il y a un maghrébin. Il l'appelle l'arabe. Il y a un africain subsaharien. Il l'appelle le noir. Et puis il y a un juif.
Et ils sont ensemble, et puis en fait le film raconte leur désœuvrement, une nuit passée à Paris, séparation entre la banlieue et Paris, et puis ça finit par un